Hello à toi qui passe par là sur ce nouvel épisode du podcast. Je te souhaite la bienvenue ici, sur cette safe place, ma safe place. Et aujourd'hui, on est déjà à l'épisode 8. Ça passe tellement vite. Je voulais te partager un sujet qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Un sujet dont très peu de personnes parlent et que j'ai envie d'aborder. On va parler du moment où on reçoit un diagnostic, ce moment où quelque chose change dans notre vie, ce moment où on sent qu'on a le sol qui comme s'ouvre entre nos pieds, on a l'impression de tomber et on se sent terriblement seul, terriblement désemparé par la situation, parce qu'on vient de vivre. Ça peut être en un sens une libération, un diagnostic. Et parfois, on croit que tout s'arrête là, alors qu'en réalité, c'est là où tout commence. Et en fait, le fait de recevoir un diagnostic, ce n'est pas la fin d'un cycle, ou ce n'est pas la fin de notre vie, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Ce n'est... En soi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas une fin en soi, alors qu'on a tendance à se dire, j'ai eu ce diagnostic de telle pathologie, que ce soit l'endométriose, la sclérose en plaques, d'autres pathologies encore méconnues. Mais en fait, il faut essayer, même si je sais que c'est compliqué pour l'avoir vécu, d'inverser la tendance et se dire, ok, bon, j'ai une sclérose en plaques, j'ai une endométriose, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques, peu importe ce que ça peut être, euh, essayer de comprendre le pourquoi, dans le sens où comprendre cette maladie, se renseigner au maximum sur tout ce qu'on a à disposition de nos jours, dans le sens où il y a plein de sites internet, pardon, où on peut se renseigner, que ce soit auprès d'associations, auprès de la haute autorité de santé type l'AHS. Je suis allée voir, c'était A, non c'était pas A, c'est HAS, il me semble, haute autorité de santé. Bref, tout ça pour dire que effectivement, on a pas mal d'outils en fait à notre disposition. Et sachez que vous n'êtes pas seul, dans le sens où vous avez beaucoup de personnes qui sont ouvertes à la discussion sur Instagram, avec qui vous pouvez échanger sur vos parcours respectifs. C'est vrai que ça peut être une aide pour essayer en fait de, entre guillemets, mieux comprendre sa pathologie, même si chaque cas est différent, chaque personne est différente, et qu'on va pas envoyer ces certificats médicaux à la personne en question, et qu'on va pas envoyer des documents médicaux, peu importe à qui, sur les réseaux sociaux ou autres. Voilà. Ça, je tiens à le dire, parce que c'est l'une des dérives que j'ai pu constater à mon niveau il y a quelques années, lorsque j'avais un compte Instagram où je gérais des groupes de parole. Et les gens ont tendance à envoyer leur compte rendu d'IRM. Sauf que non, en fait. Moi, je faisais tout le temps des rappels à l'ordre en disant, mais les filles, s'il vous plaît, stop, arrêtez. Non. Ok, on discute. Ok, on explique les choses. Ok, on essaye de s'apporter du positif dans notre vie, d'essayer de se donner des conseils ou de comprendre ce que la personne a vit ou autre. Et s'il y a des personnes qui ont les mêmes pathologies que nous, ben, ça peut être encore plus parlant parce que du coup, on se comprend. Mais de là, envoyer ces certificats médicaux, ces comptes rendus médicaux, ces trucs et tout, non. Non. Je suis désolée, mais c'est non. Voilà. Ça, je tiens à le redire une fois. Parce que c'est vraiment une dérive des groupes de parole type sur Facebook et même sur Instagram quand il y a des groupes à plusieurs. C'est souvent des trucs qui arrivent très très souvent. Voilà. Parce que les meufs, il y a toutes vos informations, que ce soit votre nom de famille, votre numéro de sécu, votre... non, 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 non. Sorry, but no. Voilà. Petit rappel à l'ordre qui est, à mon sens, hyper important. Et en fait, moi, je vais vous raconter le jour où moi j'ai su. Le jour où j'ai su que j'avais donc cette pathologie, qui est donc l'adénomiose. Je me souviens très bien du jour où j'ai su, c'était un peu après le Covid. Donc c'était aux alentours du mois de juin. Je me rappelle très exactement de la date, pour vous dire. C'était le 20 juin 2020. Voilà. 20 juin 2020. Oh my god. Ce jour-là, je vais chez le médecin.
Je vais voir mon... Enfin, c'était pas mon gynéco à l'époque. Donc, je vais voir le gynéco. Il m'examine. Mais avant d'y aller, déjà de un, j'ai attendu une bonne demi-heure parce qu'il avait du retard. Donc, j'arrive à la clinique. Il m'examine. On discute. D'abord, on discute pas mal, pardon. Donc, on discute pas mal. Il me demande un peu par rapport à mes symptômes, qu'est-ce que j'ai, tout ça, tout ça. Et donc, par la suite, il me fait son examen médical et tout. Et il finit par trouver donc l'adénomiose. Et en fait, moi, ça a eu l'effet un peu d'une bombe. Ça a été un choc, en fait, me concernant, parce que j'étais un petit peu dans le déni. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, il y a des antécédents d'endométriose sévère. Et en fait, ce qui fait que j'ai toujours eu une sorte de rejet avec cette maladie, dans le sens où je me disais toujours, non, ça sera pas moi. Non, 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 non. Et je voulais pas en entendre parler. Et c'était vraiment quelque chose qui pour moi n'était pas possible. Voilà. Dans ma tête, c'était non, c'était pas possible. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie vraiment mal dans le sens où ça a été un choc en fait. Vraiment, ça a été un choc. Mais en un sens, ça a été un soulagement, c'est un sentiment assez ambivalent. Et ce que je me suis dit, c'est que, ok, je suis pas folle, ok, mes douleurs, il y a une explication, ok, je comprends mieux ce que je vis, pourquoi, comment, et go se renseigner, voilà, go se renseigner. Go aller chercher des informations à droite à gauche et comprendre ce qui m'arrive, comprendre quelle est cette pathologie. Et c'est vrai que c'était la première fois que, en l'espace de quelques années, un médecin avait mis un mot sur mes douleurs, avait posé quelque chose, alors que ça faisait des années que j'avais mal et que j'ai commencé des antidouleurs assez fort très tôt. J'avais peut-être 10 ans, 12 ans. Je prenais des anti-inflammatoires je vais pas dire controversés, mais qu'on prescrit dans le cas des très très fortes douleurs de règles à l'âge de 12 ans, pour vous dire. Donc, pour moi, le spasmon, c'était... enfin, bon, je voulais pas citer le médicament, mais bon. Le médicament classique qui est prescrit dans le cadre des douleurs de règles, c'était un peu comme du Smarties pour moi, honnêtement. Et ça me faisait absolument rien. Voilà. Mais par contre, dans le cadre de douleurs abdominales, ça m'aide bien, ce médicament. Voilà. Petite parenthèse fermée. Et c'est vrai que lorsque on reçoit un diagnostic, c'est un moment en fait qui mélange, pardon, plein d'émotions à la fois, donc du soulagement, de la peur, de l'incompréhension, de la colère, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit avant? Et aussi il y a une forme de validation sur tout ce qu'on a vécu avant et de se dire ok, ok, right, ok, d'accord, I'm not crazy, je ne suis pas folle. Désolée si je mélange l'anglais et le français. Je passe pour la meuf hyper relou là. Et, euh, et c'est vrai qu'on passe tellement de temps à essayer d'expliquer ce qu'on ressent à tous les médecins qu'on rencontre dans notre vie, à répéter nos symptômes ad vitam aeternam aux médecins qu'on voit. Et on a l'impression que personne ne nous écoute. Et on essaye à chaque fois de les convaincre. Et quand quelqu'un nous dit enfin, oui, ce que je vois là, c'est ce que vous avez, madame, ben, en fait, on respire et on se dit, ok, c'est, c'est un soulagement. C'est une étape vers autre chose. C'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans notre vie. Et même si je ne le savais pas à l'époque, ce que ce diagnostic m'a apporté, c'est qu'il m'a fait rencontrer plein de personnes, déjà de un, et que aujourd'hui, je suis la personne que je suis actuellement, et que ça m'a permis aussi de me renseigner à mort, à droite, à gauche, et j'ai appris plein plein de choses en l'espace de quelques années. Et ça aurait jamais été le cas si j'avais pas eu ce diagnostic. Donc tout ça pour dire que c'est seulement la première étape vers quelque chose d'autre. Et voilà. En réalité, comme je disais, lorsqu'on a un diagnostic, c'est là où tout commence. C'est là qu'on finit par... C'est un peu comme... j'essaie de réfléchir. C'est un peu comme le début du reste de notre vie. Et en fait, on se met à réapprendre à vivre et à avoir de nouvelles habitudes.
Et ces nouvelles habitudes, elles vont faire qu'on va se sentir mieux à moyen long terme. Parce que parfois, après une annonce de diagnostic, on pense qu'on va être guéri, qu'on va avoir des réponses de par les médecins, mais c'est vrai qu'on les a peut-être pas toujours dans l'immédiat, parce que peut-être eux ne les ont pas, pardon, et, et qu'en fait, on va trouver un traitement qui va régler les choses, mais dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple, c'est pas aussi binaire, c'est pas aussi comme ça en ligne droite. Ça fait des zigzags et ça finit pas toujours joliment, ça finit dans le mur, ça finit sur un poteau. Voilà. Pour la métaphore, moi j'ai tapé ma voiture sur 3 poteaux à Marseille. Voilà. Bref. Donc tout ça pour dire que on se retrouve à faire des examens à droite à gauche parce qu'on veut savoir s'il y a d'autres atteintes pour l'endométriose, s'il y a par exemple d'autres pathologies associées. On vous fait faire passer des prises de sang, des IRM, des ci, des là. Et on enchaîne les rendez-vous. On passe de médecin en médecin. Pour vous dire, moi j'ai vu plein de médecins sur Marseille. J'ai fait rhumato, gastro-entérologue, j'ai fait 15 000 IRM, j'ai fait des échos, j'ai fait vraiment plein de choses. Et là, je suis en attente de faire des tests encore pour une autre pathologie intestinale, pardon. Mais pour le moment, j'ai pas encore de retour de l'hôpital, donc j'attends de voir. Voilà. Donc pour vous dire, je suis encore en plein dedans. Voilà. Alors que ça fait depuis 2020 que j'ai mon diagnostic. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression d'avancer à pas de loup, à pas avoir toujours les réponses qui nous conviennent. On va ici, on nous dit non, madame. On va là, on nous dit non, ben, vous avez pas ça au vu des tests. Tout est ok, tout va bien. Et c'est encore de nouveau une déception. Donc on va voir un médecin, on se dit ah, il aura la réponse. Ah, il aura le discours qui va me rassurer, le truc qui va faire que je vais me sentir mieux. Et quand on ne l'a pas, bah, du coup, c'est une déception et on finit par se dire ah ouais, ok, bah, je vais plus voir de médecin pendant 6 mois et je vais attendre que ça passe. Je vais tester l'alimentation anti-inflammatoire, je vais faire ci, je vais faire ça. Et, euh, et c'est vrai que on est un petit peu ballotté à droite à gauche, j'ai l'impression. Euh, et en fait, on se rend compte que parfois, un diagnostic ne veut pas dire aller mieux du jour au lendemain. Ça veut juste dire qu'on sait qu'avec ce diagnostic, on va apprendre à revivre. Si je peux dire ça comme ça, oui. On va apprendre à vivre autrement et à peut-être changer nos habitudes parce que on était dans un train de vie qui faisait que on prenait pas le temps pour nous. Et en fait, le fait d'avoir un diagnostic d'une maladie chronique, ça nous force à se dire, ok, euh, peut-être qu'à ce moment-là de l'année, tu t'es peut-être pas priorisé sur certains points. Peut-être que tu t'es un peu laissé entraîné par le train de vie quotidien, entre le travail, entre les courses, entre les enfants, entre les visites chez la belle famille, les sorties avec les copines, ce genre de choses. Et que durant tout ce temps, tu t'es pas posé avec toi-même et tu n'as pas pris le temps de souffler. Voilà. Et tu n'as pas pris le temps de comprendre ce que ton corps te disait. Parce qu'en fait, au final, que ce soit des douleurs chroniques ou les douleurs en général, c'est un message du corps. Si on a mal, c'est qu'il se passe quelque chose de pas net ou pas cool dans notre corps. Et c'est notre corps qui nous envoie un message. Et en fait, on va pas arriver au stade jusqu'à finir à plus savoir marcher et à être vraiment très mal. Désolée, je cherche mes mots. Et en fait, c'est vrai que le fait d'avoir un diagnostic, ça nous pousse, voilà, ça nous pousse à mettre pause et à nous prioriser et apprendre à penser à nous et à savoir ce qui est bon pour nous et à justement prendre plus le temps de dire aux gens, ok, là je me sens pas bien, écoute, ça va pas fort, peux-tu comprendre que c'est pas au beau fixe pour moi en ce moment et me pas faire une crise,
en me disant mais pourquoi tu viens pas à telle date parce qu'on a organisé ça depuis des mois. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une maladie chronique, c'est tellement imprévisible qu'il faut s'attendre à ce que la personne en face te dise bah écoute, je me sens pas bien, je vais pas pouvoir venir finalement aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. Et si tu es à même de comprendre, c'est cool, mais si tu n'es pas à même de comprendre, ben ciao en fait. La porte elle est là, moi je te retiens pas, hein. Voilà. Tout ça pour dire que là je vous dis ça comme ça de but en blanc, mais c'est vraiment un cheminement de pensée. C'est vraiment une réflexion qu'on a sur plusieurs années. Et c'est pas juste comme ça du jour au lendemain qu'on finit par comment dire, qu'on finit par la voir comme ça instinctivement et se dire oh ok bon ben c'est cool, je vais faire le tri. Après c'est vrai que parfois quand on a un diagnostic on peut être aussi à même de faire le tri de notre entourage parce qu'on se rend compte que en fait les personnes qui nous entourent sont pas toujours hyper compréhensifs et limite nous tirent vers le bas. Mais c'est vrai que c'est aussi une prise de conscience à avoir qui est peut-être pas toujours facile, mais ça vient avec le temps et ça il faut vraiment pas se mettre la pression. Le point que je voulais aborder aussi, c'était que une fois qu'on a un diagnostic, il y a aussi donc tout ce qui est les essais donc de médecine parallèle à droite à gauche, les erreurs qu'on peut commettre nous dans notre parcours. Et il y a aussi les espoirs en fait qui nous animent et qui nous disent bon ben ok ben si je teste tel médicament ben ça me permettra d'aller mieux, ça me permettra de ressentir une amélioration dans ma vie quotidienne. Et, et en fait, moi j'ai vécu cette période-là où c'est vrai que j'ai essayé beaucoup de choses. Il y avait une période où en fait je voyais énormément, je voyais je crois 2 ou 3 kinés en même temps. Je sais pas comment j'ai fait, je vous dis. Je pense qu'à l'époque je bossais pas donc c'était facile d'enchaîner comme ça les rendez-vous chez les kinés. Mais sans vous mentir, vraiment, je voyais 3 kinés en même temps. Et, euh, et en fait, je pense que ce qui m'a le plus marqué durant cette période-là, euh, c'est le sentiment de ne jamais avoir de pause. En fait, j'enchaînais entre les rendez-vous à droite à gauche. C'est-à-dire que ma semaine était rythmée par mes rendez-vous médicaux. Tout simplement. Voilà. J'enchaînais les rendez-vous à droite à gauche. Et, et c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Parce que tu testes des nouveaux traitements, tu attends de voir si ça marche. Et pour vous dire, honnêtement, hein, moi, les traitements type hormonaux, ça ne marche pas sur moi. Pas du tout, en fait. J'en ai testé 10. Ouais, j'ai testé 10 traitements en l'espace de 5 ans et aucun n'a fonctionné. Voilà. Et j'ai été comme ça pendant 5 ans, un traitement qui est en échec, donc du coup j'en teste un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et jusqu'à ce que là récemment, on me propose carrément de me foutre sous ménopause artificielle. Non mais ça va pas ou quoi la tête? Jamais de la vie en fait, jamais de la vie. Et, et c'est vrai que tout ce côté-là, de jongler entre les rendez-vous, les effets secondaires des traitements, parce que ça aussi, il faut le dire, hein, parce que, excusez-moi, mais quand on prend des traitements hormonaux comme ça, et qu'on change tous les 6 mois de traitement hormonal, parce que ça marche pas, voilà, et qu'on prend du poids, qu'on gonfle, et qu'on a de l'acné hormonal, ce genre de choses, on en parle ou pas? Oui, c'est pas cool, hein. C'est pas cool à voir et c'est pas cool à vivre non plus. Voilà. Donc entre tout ça, il y a la fatigue chronique, la fatigue mentale, parce que les médecins ont toujours le même discours pharmaceutique, si je peux dire ça comme ça, à vouloir nous foutre sous traitement impérativement pour stopper la maladie, parce que voilà, c'est le saint graal, la pilule va vous sauver la vie. Non, non, non et non. La pilule ne va pas vous sauver la vie. Si vous êtes réceptif aux traitements hormonaux,
Super, waouh, banco, allez-y, mais vraiment, j'envie toutes ces femmes qui ont des effets positifs liés aux douleurs lorsqu'elles prennent des traitements hormonaux. Moi, ça ne me fait absolument rien. Quand mes copines me disent, moi j'ai commencé une pilule et genre ça me va très très bien et tout, je sens une amélioration sur mes douleurs, mais waouh, genre je me dis, mais ok, top, super, mais pourquoi ça fait pas la même chez moi? Et je me mets à me remettre en question et tout parce que ça me fait chier, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve des solutions ailleurs et ça me convient aussi parfaitement. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, c'est vrai que tu te demandes, tu te dis, si un jour tu vas retrouver ta vie d'avant, en fait. Voilà, tu te dis, mais merde, quoi. Quand est-ce que je vais reprendre une vie normale? Quand est-ce que je vais arrêter de souffrir et quand est-ce que je vais arrêter de me sentir mal comme ça, parce que faut pas faut pas se leurrer, hein, dans le sens où en fait c'est vraiment pas facile en fait à vivre ce côté un peu dents de scie. En fait, on a l'impression de vivre un parcours en dents de scie. Il y a des moments d'accalmie où ça va, et il y a des moments où c'est un petit peu plus dur et on ne sait pas comment faire pour trouver une solution. Et c'est vrai que parfois le corps médical est pas toujours ouvert à la discussion. Voilà. Mais c'est vrai que même si c'est pas toujours évident, même si c'est pas toujours facile, qu'on a l'impression que notre vie elle a radicalement changé, que c'est plus du tout la même qu'avant le diagnostic, tu as quand même un espoir et tu te dis bon ben malgré tout ça, ben, je vais continuer d'avancer parce que je peux pas me permettre de m'oublier dans le sens où tu t'es déjà assez oublié comme ça dans la vie et qu'il faut que tu penses à toi. Parce que c'est trop important en fait de penser à soi, à son bien-être, que ce soit physique et mental. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on sous-estime tellement la force qu'il faut pour vivre avec une maladie chronique comme ça. C'est vraiment pas facile parce que on vit vraiment des choses très très compliquées mentalement. Et je n'ose imaginer en fait ce que ça peut être pour d'autres maladies encore plus graves. Mais c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de faire des crises d'angoisse avant d'aller chez un médecin parce que j'avais peur de ce qu'il allait me dire ou de ressortir à un rendez-vous médical pardon, avec une gynécologue qui était juste exécrable, voilà, juste exécrable, qui te fait comme la morale et qui te dit mais madame, pourquoi vous avez fait autant d'examens, je comprends pas, bla 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 bla, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Euh, Enfin, taille-toi de là, non? Laisse-nous, en fait. Tu es qui, toi, pour juger le parcours d'une personne, en fait? Tu es censé être une médecin. Tu n'es pas censé avoir comment dire, d'opinion personnelle sur le parcours des gens. Tu es censé être relativement neutre et ne pas mettre ton avis personnel au milieu de tout ça. Voilà, voilà. Donc, si un médecin vous maltraite comme ça, honnêtement, hein, moi, j'ai pas de scrupule à la dénoncer à l'ordre des médecins et à expliquer ce que j'ai vécu. Hein. Ah, vraiment, j'ai aucun scrupule, hein, vraiment. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Les médecins, ils vous facturent 90 balles la consultation, pas pris en charge, genre, ils prennent pas la mutuelle, pas la carte vitale et ils te font payer 90 balles et en plus elle te fait la morale, mais ça va pas la tête ou quoi? Ça va pas la tête ou quoi? Complètement starbé celle-là. Excusez-moi. Mon côté marseillais ressort. Sur cette parenthèse joviale et marseillaise, excusez-moi. Là, j'ai grave accentué mon accent, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je voulais aussi vous dire qu'il y a le décalage avec notre entourage. Voilà. Je sais pas si c'est le dernier point du podcast. Non, oh ben, c'est pas fini encore, parce que j'ai fait des petites notes sur le podcast. Il y a le décalage avec les autres, avec notre entourage. Ce qui est difficile dans cette partie-là, c'est que c'est le regard de notre entourage. On entend souvent, maintenant que tu sais ce que tu as, ça va aller beaucoup mieux. Ou,
au moins tu peux te soigner maintenant que tu as toutes les informations à ta disposition. Sauf que c'est pas aussi simple pour ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui et non. Ça part d'une bonne intention, certes, c'est très gentil de votre part de nous dire ça. Ou par exemple, le truc de. Par rapport à ma pathologie, typiquement, c'est. euh, Tu vas pas avoir de problème pour avoir des enfants, au moins. Ça aussi, c'est une pépite. Voilà. Ça, c'est une pépite. Mais c'est vrai que bon, c'est pas méchant, ça part pas d'une mauvaise intention de leur part. Et au contraire, ça part d'une bonne intention. Ils s'inquiètent pour nous, en fait. Euh, mais c'est vrai que c'est pas si simple. Le diagnostic, en fait, il ne règle pas tout de suite. Ça règle limite rien tout de suite. Voilà. Concrètement, ça règle rien tout de suite. Il ouvre juste une porte vers un chemin beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un parcours qui va durer pendant longtemps avant d'avoir, comme dirait Tiffaine Lebrun, des clés en fait. Vous allez trouver des clés sur votre chemin et toutes ces petites clés, elles vont vous faire un trousseau et ça va vous permettre d'utiliser ces petites clés quand ça n'ira pas trop. Voilà. Donc c'est vrai que lorsqu'on a des réflexions comme ça, ben en fait on se sent seul, on essaye je dirais pas se justifier, mais oui c'est ça, en fait on essaye de se justifier et d'expliquer en fait ce qu'on vit, ce que les autres en fait ils ne voient pas vraiment, mais même si on va essayer de leur expliquer, ben, ils vont pas forcément comprendre. Ils voient qu'un nom par rapport à notre maladie, ils vont pas comprendre en fait ce qu'il y a derrière, ce que ça implique, ce que ça peut engendrer dans notre vie quotidienne, que ce soit les nuits difficiles, la douleur, la peur de l'avenir, parce qu'en fait, quand on a un diagnostic d'une maladie, ça remet en cause tout ce qu'on s'était fait dans notre tête comme plan de vie, et on remet tout en question, concrètement. La frustration parce qu'en fait, on se sent comme enfermé dans notre propre corps, et aussi la fatigue pardon, constante. Et si vous voulez, bah, ce décalage-là, même si c'est pas facile et que dans tous les cas, il sera toujours là, il faut pas se dire qu'il va partir avec les années. Les gens vont toujours essayer de vous rassurer et vous dire mais c'est pas grave, j'ai ma copine qui a eu la même maladie que toi qui a réussi à avoir un gosse, j'ai telle personne qui a eu ça mais qui a eu ça. Non, genre, ok, d'accord, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Voilà. Ce qu'il faut dire aux gens gentiment, c'est ok, c'est vraiment gentil de ta part de t'inquiéter pour moi, c'est vraiment gentil de ta part de vouloir faire en sorte que j'aille mieux, mais je t'en prie, arrête de dire ce genre de choses. Parce que le fait de me dire ça ne va pas m'aider à aller mieux. Au contraire, tu m'enfonces plus qu'autre chose. Et c'est un peu comme si que tu invalidais ce que je vivais, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait de dire ce genre de choses, bah, ça invalide ce qu'on vit nous. C'est comme par exemple les gens qui disent aux femmes enceintes, qui ont l'endométriose par exemple, ah, mais vous inquiétez pas, après la grossesse, pendant la grossesse, ça ira mieux, vous aurez plus de douleur d'endométriose et patati et patata. Ou les femmes enceintes de base classique, qui n'ont pas de problème de santé, qui leur disent après la naissance de leur fille ou de leur garçon, oui, mais il faut pas l'habituer à trop faire ça, il faut pas trop l'habituer à faire ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. Et quoi? Non, 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 non. Garde tes conseils pour toi, s'il te plaît, et abstiens-toi de donner ton avis. Voilà, on ne te l'a pas demandé, s'il te plaît, ne dis rien. Voilà, c'est mieux. Mais c'est vrai que toutes ces personnes-là qui disent ça, bah, en soi, comme je disais plus tôt, ça part d'une bonne intention. Mais, comme dirait aussi une personne que je connais très bien, l'enfer est pas fait... Je reprends. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on a beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, parfois, les propos qu'on va tenir vont profondément blesser la personne en face. Et il faut, en fait, éviter de solliciter, donner des conseils qui ne sont pas sollicités, voilà, qui ne sont pas demandés et pour lequel on vous a pas demandé votre avis. Voilà. Voilà. Donc, ce que je suis en train de... Enfin, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, ce décalage-là, pardon, même si c'est pas forcément facile
et que parfois ça peut faire de la peine quand on a des propos comme ça fait partie en fait du processus de guérison et ça fait partie aussi du processus de je m'en foutiste un peu, voilà, de plus écouter ce que les gens vont dire. Voilà, ça je l'ai rajouté parce que c'était pas écrit dans mon script. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aborder de nouveau? Donc il y a aussi tous les moments où en fait on se sent pas forcément hyper bien. Euh, donc, euh, donc il y a toutes nos inquiétudes, les nuits où on dort pas. Donc c'est vrai qu'après un diagnostic, on peut se sentir vraiment très très mal. Et, euh, et en fait, il y a ce moment où on finit par se dire, ok, bon ben c'est là, donc il faut que ben, j'apprenne à vivre avec, apprendre à vivre dans ce corps, dans ce nouveau corps, apprendre à reconnaître ses propres limites. Et c'est hyper important en fait de prendre ce temps-là pour soi. Il faut aussi apprendre ce qui déclenche toutes nos crises de douleur. Parce qu'en fait, on a tendance quand quand on a des douleurs chroniques, à aller vraiment à péter le plafond de verre. C'est-à-dire qu'en fait, on va, on va vraiment aller au-delà de nos limites. C'est-à-dire qu'on a une limite, et c'est quand on voit que cette limite elle est atteinte, on va pas stopper à ce moment-là. On va aller encore un cran au-dessus, jusqu'à ce qu'on finisse à terre. Jusqu'à ce qu'on finisse par vraiment être très très fatigué et à pas réussir en fait à faire des choses simples du quotidien. Et c'est vrai que c'est un processus qui prend du temps parce qu'en fait il faut, comme je disais, reconnaître les crises et il faut aussi apprendre à récupérer. Donc, euh, donc ça aussi c'est aussi un travail à faire sur le long terme. Il y a des jours où on se sent forte, on se sent comme pousser les ailes, à vouloir déplacer des montagnes, à vouloir pousser le canapé, faire le ménage en dessous, pousser les meubles, faire les ménages en dessous, faire le ménage en dessous, pardon. Et c'est vrai qu'il y a d'autres jours où on finit par douter de nos propres capacités, de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment pas évident. Et durant ces moments-là, on se demande souvent est-ce que ça va durer toute ma vie? Est-ce que ces douleurs-là vont être là toute ma vie? Est-ce que cet état-là va durer toute ma vie? Est-ce que je vais réussir à tenir sur le long terme? Est-ce que les gens vont me comprendre? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. C'est vrai que euh, on se rend pas compte de l'importance de l'entourage et de l'éducation aussi de notre entourage, parce que la plupart des gens ont une idée préconçue à ce qu'une femme doit vivre, d'autant plus dans ma culture. Je suis maghrébine. Et c'est vrai que les douleurs chroniques liées aux règles, c'est quelque chose dans les familles maghrébines, algériennes, marocaines, qui revient très souvent. Pour vous dire, dans ma famille, quasiment toutes les femmes ont des douleurs de règles hyper fortes. Et personne ne se pose la question de savoir est-ce que c'est normal. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a pas une histoire transgénérationnelle ou autre, mais ça, c'est encore autre chose. Je vais pas creuser non plus le sujet, voilà. Et c'est vrai que lors de ces moments-là, on traverse pas mal d'émotions qu'on s'attendait pas forcément à vivre. Et ça, c'est normal, c'est normal. Mais personne ne nous prépare à ça. Le médecin qui vous a diagnostiqué ne vous prépare pas à tout ce que vous allez vivre après. Et pourtant, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que malgré toutes ces péripéties, ben on finit par avancer en fait, mais on s'en rend même pas compte. On avance petit à petit, et puis un jour, sans même s'en rendre compte, on commence à trouver son propre équilibre. On commence par un équilibre qui est peut-être pas parfait, où il y a besoin d'avoir quelques petits ajustements. Et c'est vrai que cet équilibre, en soi, même s'il n'est pas parfait, ben, il nous convient. Parce que c'est notre équilibre à nous, qui nous convient à nous. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important de vraiment le conscientiser et ne pas se rabaisser et se dire oui mais je suis pas encore à mon high level, j'ai pas encore atteint ce stade-là de bien-être et tout personnel. C'est pas grave. Si pour le moment ça te convient, c'est très bien comme ça.
Et en fait, on finit par, avec le temps, découvrir ce qui nous fait du bien. On accepte de plus en plus de ralentir et on finit par apprendre à écouter son corps. On comprend que nos limites se situent à tel niveau et on finit par ne plus les voir comme des faiblesses, mais comme une force. Et en fait, on finit par réaliser qu'on est plus forte que ce qu'on le pensait. Et c'est vrai que lorsqu'on est atteinte de maladies chroniques, on veut absolument comme tout casser. Et vouloir faire plus que ce que la plupart des gens font, comme je disais plus tôt. Et c'est vrai que durant tout ce temps, durant cet apprentissage en fait, on finit par avancer doucement, jour après jour, sans pression, sans se comparer avec les autres, ça c'est aussi important, et à trouver notre rythme. Et en fait, ça, c'est vraiment important. Ne vous mettez pas la pression. Si aujourd'hui, tu viens d'avoir un diagnostic, prends le temps. Prends le temps d'avancer pas à pas. Parce que c'est hyper important. Voilà. Alors voilà. Pour finir, je voulais te dire que le jour où j'ai su pour mon diagnostic de l'endométriose, ce n'était pas la fin de ma vie, entre guillemets. Bon, je savais de la vie, même. C'était le début d'un chemin que je connaissais pas. Et c'était le début de quelque chose de plus grand que moi. C'était le début du reste de ma vie, en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'apprends à traverser toutes ces tempêtes avec douceur et patience. Ça, c'est important de le dire aussi. Et c'est vrai que c'est un chemin qui a été long et qui n'a pas été de tout repos pour moi. Mais en tout cas, j'ai énormément de gratitude envers ce que j'ai mis en place dans mon quotidien, ce que j'ai fait pour aller mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc si toi aussi tu es dans cette période-là, que c'est pas facile, je voulais te dire que tu n'es pas seule, que c'est peut-être pas toujours évident à vivre pour toi, que tu as l'impression que ton parcours est en dents de scie et que tu fais un pas en avant, 10 pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière, 5 pas en avant, 3 pas en avant, non, 5 pas en avant, 4 pas en arrière. Oui. Mais dis-toi que c'est un chemin qui prend du temps et surtout sois indulgente ou indulgent avec toi-même et laisse-toi le temps d'accepter et de vivre avec tout ça parce que c'est pas toujours évident. Et sans oublier aussi les personnes qui ont eu un diagnostic récemment et qui aussi essayent d'apprendre à vivre avec. Tout pareil pour vous aussi. Vous n'êtes pas seul, voilà. On se comprend, on est ensemble, on se soutient et on essaye d'avancer ensemble. Et surtout, on essaye de se donner de la douceur. Ça, c'est hyper important, voilà. Parce qu'il y en a marre d'être dur avec soi-même, voilà. Et de vouloir toujours faire plus que ce que les autres font, voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, ça me fait toujours plaisir. Et si l'épisode t'a parlé, et que tu t'es senti reconnu dans tout ça, n'hésite pas à venir déjà me faire une update en message privé. Et à le partager autour de toi, à laisser un petit commentaire. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram, donc sur le journal d'Anissa. Donc c'est tiré du bas, tout attaché, pardon, le journal d'Anissa. Voilà, donc je te laisse me laisser un petit commentaire, me suivre aussi si ce n'est pas encore fait sur le podcast. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi.